Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce mardi, coronavirus, le mur de lamentation monte et s'élargit. Les chiffres de la contamination donnent le vertige. La barre symbolique des 10 000 cas franchis depuis hier par le Cameroun. Que faire pour stopper la progression de la maladie? Ordonnance du 20h30 dans quelques instants. À Bali, dans le nord-ouest, saut groupé de l'armée sur les séparatistes, au moins 13 combattants neutralisés et un arsenal de guerre saisi par les forces de défense et de sécurité. Bilan d'une intervention musclée de la 5e région militaire interarmée sous le commandement du général de brigade Valère Nka. Les détails dans ce journal. En sport, duel à mort entre médecine sportive et club camerounais. Malaise et mort d'un joueur du Tonnerre Calara Club sur un stade d'entraînement en foule la semaine dernière. Pourquoi les équipes laissent-elles la médecine du sport en position de hors-jeu? Enquête à suivre à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Les chiffres ne sont pas bons. Le Cameroun a franchi depuis hier la barre des 10 000 cas de coronavirus. Le gouvernement au front dit la situation sous contrôle et appelle au respect des mesures barrières. Face au galop de la contamination, une question s'oppose et s'impose. Comment inverser la tendance? Martine Noël-Dengue. Les cas positifs au coronavirus sont en nette progression, plus de 10 000 à ce jour. Le résultat de la stratégie des 3T Tracking, Testing, Treat adoptée par le gouvernement actuellement. Nous sommes en pleine phase d'ascension. Les chiffres vont encore monter. Les chiffres vont d'autant plus monter que nous testons plus. Il est évident que comme nous testons plus et comme nous testons partout, on va donc découvrir de plus en plus des cas qui auraient pu passer inaperçus. Et je crois que pendant quelques semaines encore, nous allons voir monter les chiffres sans que pour autant cela ne traduise vraiment que la situation s'aggrave. Le respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé reste la seule voie de salut. Le moyen le plus sûr pour limiter la propagation de cette maladie dans nos communautés reste la prévention qui passe par le respect des mesures barrières, notamment se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon. Si nous n'avons pas cela à notre disposition, nous devons nous frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique. Nous devons également porter le masque lorsqu'on se rend dans des lieux publics. L'autre mesure aussi que nous trouvons importante, c'est déjà le fait de respecter la distanciation physique d'au moins mètre et demi pour nous éviter de recevoir les postillons de notre interlocuteur. La maladie demeure. L'allègement de certaines mesures par le gouvernement a été mal interprété par beaucoup de Camerounais. Soyons bien conscients que les chiffres vont encore monter. Soyons bien conscients que la maladie est bel et bien là. Mais surtout, admettons et ayons des comportements en faveur du fait que nous sommes convaincus que si on adopte tous les mesures barrières, nous allons aussi très rapidement stopper cette épidémie, stopper la transmission et infléchir dans la courbe pour qu'elle descende. D'où la nécessité de maintenir ces gestes qui sauvent. Et voici un de ces gestes à maintenir et qui sauve. Cette montée fulgurante des cas est indissociable de l'indiscipline constatée ces derniers temps depuis la levée des mesures prescrites par le gouvernement. Il se trouve encore, rendez-vous compte, des Camerounais qui ne respectent pas les mesures barrières et pensent à tort que la maladie est vaincue. Dans le reportage qui suit, vous verrez que ces écarts exposent à des sanctions allant de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Et ce n'est pas tout. Pierre Evimbi. Le Cameroun a franchi la barre des 10 000 cas testés positifs au coronavirus. S'il est à mettre d'une part l'actif de l'entrée des systèmes de testing des tests à résultats rapides, d'autre part, et c'est ce qui a déploré, la courbe épidémiologique grimpe sur l'indiscipline, doublée d'inconscience notoire de certains individus.
Les Camerounais des métropoles et des zones reculées sont devenus des barrières aux mesures édictées par le gouvernement. L'indiscipline va produire la progression des cas. L'incohérence, l'inconsistance. Il faut bien se dire que lorsqu'il y a eu un relâchement dans les mesures, la population a interprété ça comme une victoire du Cameroun sur la Covid-19. Et pourtant, la loi est là, avec sa batterie de sanctions envers les contrevenants. L'article 260 du Code pénal va jusqu'à fixer les peines privatives de liberté, en stipulant par exemple qu'est puni de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. Le non-port du cache-nez peut vous gâcher la liberté. Pour tordre le cou à l'indiscipline, notamment à ceux qui ont repris la fête, là où les gens pleurent, certaines autorités ont interdit veillées funèbres et autres rites mortuaires. Les forces de sécurité sont là pour veiller à l'application stricte et ferme des mesures barrières. Vous étiez dans un taxi avec des usagers qui avaient leur cache-nez, vous n'avez pas le vôtre. On ne baisse pas le cache-nez. Je vous en prie. Vous dites que les Africains ont des traditions de vie en communauté et d'inhumation digne des corps. La morgue et le cercueil sont-ils des éléments de la tradition africaine? Et puis de quelle tradition il est question ici? Celle qui met en péril les vies de ces mêmes Africains. La population doit malgré tout garder le moral haut. Le spectre de la maladie qui plane commande la résilience. Il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est ce que s'accordent à dire en tout cas psychologues et autres motivateurs. Inscrire les mesures barrières dans les habitudes et surtout éloigner la stigmatisation. Franck Evina. Vous êtes asymptomatique, vous n'avez pas de plainte, nous avons vos résultats. Psychologue en action pour remonter le moral. Vaincre la peur par des mots. Le travail d'Aristarque Fotso à l'hôpital de district de Soie. La première des choses qui fait craquer, c'est d'abord la communication. Parce que beaucoup sont mal informés au niveau de la maladie. Comment se manifeste la maladie, comment se transmet la maladie et le processus de prise en charge de la maladie. Et en dehors de ça, il y a la stigmatisation que l'on a créée tout autour. Comme le virus, la psychose hante et fait le lit de la stigmatisation. À Soie, grâce à l'encadrement psychologique, l'hôpital renoue avec les consultations habituelles, après une fuite massive des patients et même des personnels apeurés. Les psychologues ont été d'un grand apport parce que tous les infirmiers, même les médecins de l'hôpital voyaient en eux déjà des signes Covid. Il a donc fallu que les psychologues fassent un travail minutieux pour pouvoir amener tout le monde à l'ordre. Combattre le stress, l'une des thérapies qui sauve. Le secret, c'est d'apprendre à vivre avec la maladie. La médication progresse, j'ai envie que les informations concernant la maladie sont de plus en plus transparentes et on sait de plus en plus comment le virus se comporte. Et tous ces éléments-là doivent permettre à ceux qui sont atteints de la maladie de rester forts et de croire, et surtout que les personnes qui ont des risques importants, notamment les personnes âgées, s'en sortent de plus en plus. Donc il n'est pas question aujourd'hui de sombrer, d'être dépressif parce qu'on a atteint du Covid. Le triptyque opérationnel qui allie track, testing et traitement est là pour conforter ceux qui ont compris que Covid-19 n'est pas une fatalité. Plus rassurant également, la bataille qui s'intensifie dans le monde des entreprises et des BTP. Les travailleurs des domaines routiers et du bâtiment se mettent en mode de prévention. L'accent est notamment mis sur le respect des mesures d'hygiène. Léon Bertrand Tanefo des Certivy Littoral a fait le tour de quelques grands chantiers de la ville de Douala. Voici son reportage. Il remporte sans aucun doute la palme d'or de la résilience dans le domaine des BTP en cette période de coronavirus. Le grand mall de Douala, sorti de terre il y a quelques mois, reçoit désormais la touche finale à son édification. La structure a déjà déclenché le compte à rebours de son entrée en service. Sa majesté séduit le regard et nourrit légitimement les attentes d'une clientèle demandeuse. Le Covid-19 n'aura pas réussi à viruser la clé de l'enthousiasme et de l'engagement des travailleurs à l'œuvre. La pandémie a été bien cernée. C'est clair que dans un chantier, la distanciation sociale est dure à respecter, mais nous avons fait le nécessaire. Déjà, toute personne qui entre sur site
on doit prendre sa température, il doit se laver les mains. Dieu merci, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas. Au cœur du quartier administratif à Bonanjan, plusieurs hôtels en cours de construction ne se sont pas également rangés sur la ligne de l'inactivité. Le confinement ici ne concerne que les visiteurs, raison pour laquelle certaines images ont été prises en caméra cachée. Des grands chantiers de développement facilités par la construction des voies d'accès, elles-mêmes maintenues malgré la crise. Douala, la capitale économique, maintient ainsi le cap de l'émergence infrastructurelle en vue de l'émergence du Cameroun. Une quête qui résiste même au vent contraire de la crise. Sur un tout autre front, coup d'éclat des forces de défense dans le nord-ouest. Les militaires ont neutralisé 13 combattants séparatistes et saisi des armes à feu, armes blanches et motos d'assaut. C'était lors d'une opération menée à Bali, Batibo et Widikoum par la 5e région militaire interarmée. Son commandant, le général de brigade Valère Nka, s'est rendu sur les lieux de l'intervention. Reportage d'Emmanuel Kouloukou de CRTV Nord-Ouest. Le drapeau camerounais peut encore flotter en toute quiétude ici à Bali après une opération d'envergure planifiée par le général de brigade Valère, commandant la 5e région militaire interarmée. Conduit sur le terrain par le colonel Mathian Charles Alain, commandant la 51e brigade d'infanterie motorisée, l'armée a pris le dessus sur les séparatistes, neutralisant une dizaine tout en arrachant leurs armes de combat. Des armes artisanales qui ont été récupérées, des camps qui ont été détruits, spécifiquement une mitrailleuse à gaz de type PKM qui avait été prise à nos hommes dans la localité de Ambo en 2018 avec une bande de 95 munitions. Les séparatistes avaient barricadé la route Bali-Batibo-Widikoum qui mène à un pays voisin, opposant des tirs qui ont duré 72 heures. Le général Cavalet a profité de sa descente sur le terrain pour féliciter les autres troupes qui ont réussi des prouesses dans le nord-ouest. Félicitations à la task force du BETAP et du BSA qui, samedi dernier, a conduit un raid dans la localité de Mbokam du côté de Djakili dans le Boui et pu neutraliser 11 embats terroristes et récupérer une dizaine d'armes. De même, dans la Mentum, le 53e bataillon d'infanterie motorisée a conduit une reconnaissance offensive à Zoa et a pu démanteler un camp terroriste et récupérer une dizaine d'armes aussi. Après ces opérations salvatrices de l'armée camerounaise, les populations des zones concernées pourront mener plus aisément leurs activités économiques qui ont connu un frein réel ces dernières années. L'activité politique également peut se poursuivre sereinement avec, à l'Assemblée nationale, 3 projets de loi examinés par la Commission des affaires étrangères ce jour et le réseau des femmes députées de la 10e législature portés sur les fonds baptismaux. C'était au cours d'une cérémonie présidée au nom du chef de chambre par le premier vice-président, Hilarion Etong. Le reportage de Clarisse Tang. Le réseau des femmes députées mis en place ici vient prendre le relais d'un regroupement similaire, mis en place en 2002. L'ancien réseau s'est quelque peu étiolé, c'est donc d'une véritable prise en main qu'il est question. On va réfléchir, faire un plan d'action qui sera adopté par nous et présenté à notre hiérarchie. Et après ça, on va commencer à faire les descentes sur le terrain. La population doit voir les résultats d'avoir élu 61 femmes à l'Assemblée nationale. Il faut renforcer leur leadership, leur autonomie financière. Le troisième axe qui est très important, c'est la communication autour des actions. Les femmes étaient 51 au cours de la législature passée. Elles sont aujourd'hui 61 à siéger aux côtés de 110 hommes, membres de la 10e législature. Pour ces dames, plus que jamais, l'union fait la force. Il est important que les femmes réfléchissent ensemble. Ce réseau devrait être une force de proposition. L'honorable Hilarion Etong dit ne pas douter un seul instant de la capacité de ces braves élus à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Par ailleurs, 3 membres du gouvernement, chacun assisté par le ministre des Relations extérieures, défendaient des projets de loi présentés hier à la représentation nationale relatifs à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Il est important de réglementer, d'encadrer cette activité, 1, pour protéger la santé des consommateurs, de 2 également, sauvegarder les revenus qui sont dus au trésor public. À la conservation des gorilles et de leur habitat. Permettre à l'exécutif dont doivent
aboutir à cette adhésion, ce qui aurait pour conséquence de donner l'accès au Cameroun à diverses aides qui nous viennent des partenaires étrangers. Et enfin, au développement de la femme. Le Cameroun étant déjà membre de l'OCI, il est important qu'il puisse aussi profiter des différentes opportunités que cette structure offre pour permettre à la femme en général, mais plus particulièrement à la femme musulmane, de s'épanouir, de tirer aussi avantage et de participer efficacement au développement de notre pays. Les jours à venir s'annoncent très studieux à l'Assemblée nationale. Et nous allons suivre naturellement tout cela avec vous, Clarisse Tang. Les nouvelles compétences de la Chambre des comptes sur les collectivités territoriales décentralisées ont été présentées ce jour aux sénateurs. C'était au cours du 14e forum d'échange entre la Chambre des comptes et le Sénat au Palais des Congrès. L'exercice a permis de rappeler la responsabilité qu'ont les collectivités territoriales décentralisées de produire régulièrement leurs comptes de gestion. Mathieu Kemgo. Pour ce 14e forum d'échange entre la Chambre des comptes et le Sénat, l'accent a été mis sur le contrôle des comptes des collectivités territoriales décentralisées. Sur ce plan et selon les propos de Mme Fofun Justine Naboum, présidente par intérim de la Chambre des comptes, les compétences de la Chambre ont évolué depuis l'avènement du nouveau régime financier de l'État en 2018. Avec l'entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées en décembre 2019, la Chambre des comptes a voulu sensibiliser les sénateurs sur la nouvelle donne du contrôle des comptes. Notre plaidoyer ici, c'était de doter la Chambre des comptes des moyens nécessaires pour pouvoir effectuer ce contrôle sur place. Donc, au-delà des tests, il faut des moyens à la Chambre des comptes. Et à cela, nous avons déploré, n'est-ce pas, le fait que la plupart des structures appropriées, je veux dire les collectivités, les communes, ainsi de suite, ne font pas de déclaration de compte. Nous avons peut-être les moyens humains, mais il nous faut des moyens infrastructurels, il nous faut des véhicules pour pouvoir effectuer ces contrôles, ainsi de suite. Le Sénat, représentant des collectivités territoriales décentralisées, a été appelé à jouer sa partition pour que la Chambre des comptes joue pleinement son rôle auprès des communes et régions et surtout pour que les comptes soient régulièrement produits. Nous demandons au ministère chargé de la décentralisation d'exercer son pouvoir sur les collectivités territoriales décentralisées pour qu'elles puissent produire les comptes qui sont demandés par la Cour des comptes. Cette rencontre a permis aux sénateurs de dire leurs attentes, dont celle de voir la Chambre des comptes dotée des moyens de sa politique. Reparlons ce soir de la révision du budget de l'État consécutive au collectif budgétaire instruit par le président de la République. Pour ce qui est du ministère des Travaux publics, la baisse de plus de 61 milliards de francs CFA de son enveloppe initiale va forcément impacter les investissements, mais le gouvernement reste engagé dans la conduite à terme du programme de réalisation des infrastructures. Rodrigue Bertrand-Toueno. Avant que le coronavirus ne pousse le chef de l'État à rogner son budget, le ministère des Travaux publics bénéficiait pour l'exercice 2020 d'une coquette enveloppe de 459,809 milliards de francs CFA. Il ne devra plus se contenter que de 397,759 milliards, soit une baisse de 61,857 milliards de francs CFA. Rapidement, le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi a présidé en visioconférence le 11 juin dernier une réunion visant à réajuster les projets d'infrastructure en cours. Il a instruit une évaluation précise de la situation sur le terrain et prescrit des propositions de réaménagement interne. Pour le moment, il n'est pas possible d'énumérer les projets qui seront impactés par ce réajustement budgétaire. Toutefois, c'est une certitude, ce seront davantage les projets financés par les ressources internes ordinaires Rio, tels que Mengon-Sang-Melima, les projets Planut, les projets d'entretien routier. Quant aux projets à financement externe, tels que la dorsale Batienga-Tuimanki-Yoko-Lenati-Bati en construction, la transfrontalière Sang-Melima-Wesso ou encore la route Maroua-Mora, ces projets à financement externe ont plus de chances d'être à l'abri de la coupe budgétaire. L'État devra juste avoir des yeux de chimène face à ses partenaires financiers
financiers pour le maintien des financements prévus pour l'année en cours. En somme, le ministère des Travaux publics va appliquer une recette de bonne femme de ménage. Lorsque sa ration baisse, elle n'arrête pas de faire bouillir la marmite, elle revoit son menu. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. À 20h50, je vous propose de prendre un moment la situation de la journée au Cameroun. Le point quotidien du ministère de la Santé publique face à la presse vient de s'achever au centre des opérations d'urgence où nous retrouvons tout de suite Évariste Eyenga. Évariste, bonsoir. Que peut-on retenir de ce point de presse ? Bonsoir Romuald. Vous, les téléspectateurs de la CRTV et les internautes de CRTV Web seraient privés ce soir de la gymnastique des chiffres, la reconstitution, la consolidation et l'actualisation de ces données statistiques est en cours. Les équipes dédiées sont à pied d'œuvre depuis quelques jours, a indiqué il y a quelques instants le docteur Fané Mamad qui donnait le point de presse que vous présentiez tout à l'heure. Un point de presse sur plusieurs axes. Après donc le fait qu'il n'y ait pas de chiffres ce soir, il y a en revanche cette bonne nouvelle réjouissante pour l'hôpital Jamo de Yaoundé qui se voit enrichi de 100 lits supplémentaires. 2 bâtiments ont été visités et réceptionnés ce mardi par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. C'est donc une extension de ta capacité d'hospitalisation, une extension qui vient renforcer l'existant. Et l'existant, ce sont les centres spécialisés de prise en charge de Yaoundé, celui du stade omnisport, celui du stade militaire de Yaoundé, celui du quartier Zoé, ex-Orca, celui du quartier Yassa à Douala, celui du stade Mbappé-Lépé dans la même ville, les 2 de Bafoussam également, au stade omnisport Toquette et puis au camp de logement de Bafoussam. Il y a un à Garoua, c'est au stade Rumde à Dja et un à Limbe au Middle Farm Stadium. Cette capacité d'extension vient donc donner la possibilité de donner une réponse beaucoup plus précise et beaucoup plus ample face à la forte demande. Souvenez-vous que les dépistages de masse sont en cours. Romuald, ce soir, une autre privation, vous n'aurez pas droit à l'entretien au cours de ce direct. L'expert requis a dû répondre à une interpellation professionnelle de dernière minute et d'extrême urgence. Ce n'est que partie remise. À vous le plateau. 2 privations ce soir, Évariste. Heureusement, avec le coronavirus, on est déjà habitué à toutes ces contraintes. Bonne soirée. Nous poursuivons ce journal avec des nouvelles politiques. Vous l'avez suivi hier, le chef de l'État a nommé de nouveaux hommes et femmes au Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit de membres titulaires et suppléants et du secrétaire de cette instance qui assiste le président de la République dans ses attributions de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Sur la place de cette structure dans le dispositif institutionnel, voici les précisions de Séverin Legambélé. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas une invention camerounaise. En Afrique, dans la plupart des États d'inspiration et d'expression juridique française, cette institution permet de mieux appréhender la réalité du pouvoir judiciaire et son indépendance. Elle est une identité liée à plusieurs pays d'Afrique noire francophone qui, au lendemain de leur indépendance, ont bien voulu consacrer, s'agissant de la gestion du pouvoir judiciaire, une instance habilitée à connaître de tous les mécanismes qui régissent nécessairement les entités de cette composante étatique et de ce pouvoir constitutionnel. À la lumière de la loi de novembre 1982, organisant le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe est appelé à jouer le rôle de bouclier du pouvoir judiciaire. Nous autres constitutionnalistes, nous percevons
que le président de la République, élu de la nation tout entière, qui veille au bon fonctionnement régulier de tous les services publics de l'État, doit veiller à ce que le pouvoir judiciaire, composante étatique, soit garant par rapport à tous les autres pouvoirs. De cette institution, on peut être amené en arrière-plan à établir des projets de réforme sur l'organisation de la justice ou le statut de la magistrature, parce que le Conseil supérieur de la magistrature a aussi un pouvoir disciplinaire. Parmi les membres nommés, il y en a qui sont au préalable désignés par d'autres institutions étatiques telles que l'Assemblée nationale ou la Cour suprême. L'étendue de leurs responsabilités est bien connue. C'est d'abord une mission de représentation. Mission de représentation de l'Assemblée nationale qui, de par les textes, donc de par la loi, doit désigner 3 représentants au Conseil supérieur de la magistrature, qui est la plus haute instance de décision dans notre système judiciaire. Et il y a donc une tradition de représentation. Il y a un deuxième aspect. Il s'agit d'une représentation dans une institution qui est présidée, il faut le dire, par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya lui-même. Ça veut donc dire qu'il y a une interpellation particulière par rapport à la façon dont il faut servir à ses côtés, à cette échelle de responsabilité. Dans le dispositif judiciaire camerounais, le Conseil ne se limite pas aux sanctions des magistrats qui n'ont pas respecté les conditions légales et morales de leurs fonctions. Il procède en plus à l'intégration des jeunes auditeurs de justice récemment sortis de l'ENAM, puis à la promotion et aux nominations des magistrats du siège et ceux du parquet, ainsi que de la chancellerie. Aujourd'hui, 16 juin, est journée de l'enfant africain. Intéressons-nous à ces enfants que l'on retrouve dans les rues du pays, comme celle de la capitale économique Douala. Ils jouent des coudes pour écouler leurs marchandises, exposés qu'ils sont à tous les risques. Pour beaucoup, ils sont envoyés par les parents pour des raisons de survie. Pourquoi de tels travaux au péril de la sécurité des tout-petits? Notre reporter Aboubakar Abou a mené l'enquête. À la recherche de la vie, ils affrontent la mort au quotidien. On les retrouve par dizaines, dispersés aux abords de voies publiques, jouant d'esquive pour proposer leurs marchandises aux automobilistes. Je suis là pour vendre les parfums de voiture, même pour la chambre, le salon, la voiture, la douche, le bureau, la cuisine. Et pour justifier leur présence, chacun a sa petite histoire. Je sais qu'il y a coronavirus, mais ce sont mes parents qui m'envoient, ce n'est pas de ma faute. Comme je rentre, ma mère me dit d'abord de mettre avant que je viens là donner l'argent. Je vends comme ça parce que ma mère est malade, donc je dois faire des efforts pour l'encourager. Elle doit aller à l'hôpital, c'est moi qui peux avoir de l'argent et mon père. Mais le danger est permanent, le risque de se faire écraser ou de causer des accidents constants. Mais en plus, à l'heure où le Covid joue les têtus, chaque vente augmente le risque de contamination. Eux qui ne s'autorisent même pas le luxe d'un masque. Les raisons de cette présence inquiétante dans les rues a plusieurs explications, selon les sociologues. Les enfants, dans les catégories modestes de la société camerounaise, font partie d'un système d'accumulation complexe, une manière de produire des revenus. La maman a une petite activité, le père a une petite activité, les enfants aussi ont une petite activité à laquelle on les initie très tôt. Cette crise de la Covid-19 soit arrivée, ça n'a pas fondamentalement changé. Les enfants ont été mis en congé, mais ils continuent à jouer leur rôle dans la famille. Ainsi va la vie de ces enfants avec des problèmes d'adultes, forcés de grandir plus vite que leur âge. Et je rappelle que cette 30e édition de la Journée de l'enfant africain est placée sous le thème « L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Le message du gouvernement camerounais à cette occasion a été délivré ce jour à Yaoundé au cours d'un point de presse donné par la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Marly Zenoa Mbarga Aoumou. Adapté aux enfants renvoie à 4 piliers, dont des systèmes judiciaires qui sont connus ou qui ont été ajustés de manière à répondre aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les enfants, des mécanismes d'assistance publique accessibles, adaptés à l'âge des bénéficiaires, multidisciplinaires, efficaces et qui répondent à de nombreux besoins légaux et sociaux des enfants et des jeunes. Des mesures alternatives
consistant à mettre les enfants en conflit avec la loi à l'abri des poursuites judiciaires. Et enfin, cela renvoie à une protection spécifique pour les catégories vulnérables. Pour ce qui est des enfants camerounais, leur accès, je dirais sans embâche et même avec emphase, que c'est une réalité dans notre pays. Les inscriptions en ligne pour les candidats au concours administratif sont effectives dans les antennes de l'Observatoire national de la jeunesse. Les ministres de la fonction publique et de la jeunesse étaient en visite sur quelques sites de Yaoundé. C'était pour s'assurer du bon déroulement des opérations. Catherine Toulouelanga. Une démonstration d'inscription en ligne pour un candidat au concours administratif. À travers cette plateforme également, quand le jeune dit OK, il y a un forum en ligne qui permet d'accompagner le jeune. Une grande première dans cette antenne de l'Observatoire national de la jeunesse. L'opération vise à limiter les attroupements devant les services chargés de la délivrance des diverses pièces exigées dans la composition d'un dossier. Logé au centre multifonctionnel de promotion des Jeux de Madagascar à Yaoundé, c'était l'objet de la visite de travail des ministres de la fonction publique et de la jeunesse. Cette rencontre nous permet d'être désormais, pour parler comme les jeunes, connectés avec le MINIJEC et avec cette jeunesse. Je voudrais dire merci à mon très cher collègue, le ministre Mounouna Fouchou, pour la spontanéité avec laquelle il a réagi dès qu'il a constaté que nous avons lancé un certain nombre d'initiatives. 437 antennes similaires ont été créées au Cameroun. Une nouvelle étape dans la déconcentration du service public, dans le respect des mesures de restriction en vigueur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la fonction publique a rendu effective depuis le 8 juin dernier l'inscription en ligne des candidats au concours administratif. Ces candidats qui pourront se rapprocher des centres multifonctionnels où sont logées ces antennes de l'Observatoire national de la jeunesse pour s'inscrire. Notre feuilleton de la semaine s'intéresse à la relance des activités hôtelières et de loisirs depuis le relâchement de certaines mesures de restriction. Dans ce premier épisode, le 20h30 vous invite au restaurant. Il n'affiche pas encore complet, mais les choses décollent plutôt bien. Les clients sont assez nombreux, mais doivent, comme vous le verrez, respecter les règles d'hygiène. C'est le constat de notre reporter, Laurence Okalia. Et si on allait au resto? Cette invitation creuse le ventre depuis le relâchement de certaines mesures. De plus en plus, les tables se remplissent et sur la carte, gel hydroalcoolique et distanciation sociale sont la recette du chef. Quand vous arrivez, vous lavez vos mains. Une table de 4 personnes, on peut prendre 3 personnes. Et quand ils sont 5, on ajoute les tables. Un retour timide, mais qui stimule l'appétit du travail chez les restaurateurs. Leurs portes sont certes ouvertes, mais on n'y rentre plus n'importe comment. On se rassure que chaque client qui entre, qu'il comprenne sa température. On se rassure. Vraiment, est-ce qu'il s'est lavé les mains avant d'entrer? Dans nos cuisines, vous allez également trouver tout le personnel en cuisine avec d'abord les cache-nez, chacun au moins gel hydroalcoolique. Depuis l'arrivée de la pandémie, les restaurants ne sont pas dans leur assiette, financièrement parlant. Mais le plus important, c'est la santé. C'est pratiquement 15 à 20% de ce que nous faisions avant. Et ce n'est pas encore la masse critique qui nous permet de couvrir ne serait-ce que les charges de fonctionnement. Quand un convive vient et qu'il ne passe pas par la station lavage des mains, non seulement il est mis en danger, mais il met aussi en danger toute la collectivité et du personnel et de nos convives qui nous rendent visite. Donc, le plus grand changement, c'est d'être plus attentif. Si tout le monde venait à respecter ces règles d'hygiène, on mettra certainement la Covid-19 dans la sauce. Bon appétit, Laurence. Sur le front de la lutte contre la pandémie à coronavirus, le programme des Nations Unies fait un don de matériel et désinfectants aux 384 établissements de l'enseignement privé islamique du Cameroun. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi à la grande mosquée de la Briqueterie, c'est ici même à Yaoundé. Yvonne Gaël-Avebe. 256 pulvérisateurs à dos et 52 cartons d'eau de javel correspondant à 780 litres,
C'est le don du programme des Nations Unies pour le développement qui vise à lutter contre la pandémie à coronavirus dans les établissements de l'enseignement privé islamique au Cameroun. Les élèves ont besoin de cet encadrement pour qu'ils puissent éviter de se faire contaminer. Dans les écoles, il a donc fallu que des âmes de bonne volonté pensent à intervenir. Un don qui vient appuyer le soutien constant du gouvernement envers les enseignements privés pour éviter la propagation du coronavirus en milieu scolaire, précisément au sein des 384 établissements privés islamiques dans les 10 régions du pays. Nous avons des secrétaires à l'éducation dans les régions qui vont les réceptionner et vont les acheminer vers les écoles les plus dans le besoin. Un accompagnement significatif du PNUD pour des examens de fin d'année sans Covid-19. Et également dans cette lutte contre la pandémie, la députée RDPC d'Umfundi, Georgette Menana, l'élu de la nation, a remis aux populations de la circonscription électorale des seaux, gel hydroalcoolique et des savons. Clarisse Tang. Le contexte des retrouvailles n'était pas le même ce jour à l'esplanade de la sous-préfecture d'Yaoundé 5 en Kolmeseng. C'est le cœur meurtri que l'honorable Georgette Menana a pris la parole face à ces populations qui lui ont permis de briguer un second mandat à l'Assemblée nationale. Face au Covid-19 qui sème la mort à tout vent, le combat est collectif. Les dons offerts à la communauté par le député est un soutien à l'action du chef de l'État dans le cadre de cette lutte. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, le 19 mai, a demandé à tous les Camerounais de mettre la main dans la pâte pour barrer la voie à la Covid-19. Je suis venu remettre le don pour continuer la sensibilisation. Des dispositions exceptionnelles prises par le chef de l'État et implémentées par le gouvernement de la République visent à éviter la propagation du virus afin de préserver la vie de tous et de chacun. Il est question de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Les contaminations ne cessent d'augmenter, ce qui augure, n'est-ce pas, des lendemains pas très bien au cas où les populations n'adviendraient pas à observer scrupuleusement ces mesures barrières. Le sous-préfet d'Yaoundé 5, Vundi et Langa abondent dans le même sens. Encadrement et vigilance sont de mise. Et toujours dans le centre, mais un peu plus loin de Yaoundé, les populations d'Onkolmessi dans la Mefou-Akono sont parées contre la maladie. Elles ont reçu des dons le week-end dernier offerts par Charles Atanganamanda, autorité traditionnelle et conseiller municipal. C'est dans le cadre de l'opération baptisée « Un habitant, un masque ». José Gaëtan Tsanga. Jour de marché en Kolmessi, les règles de distanciation et le port du masque sont au repos. Pourtant, le Covid-19, lui, ne sommeille pas. L'opération Un habitant, un masque, conduite par Sa Majesté Charles Atanganamanda, vise à conscientiser les populations de cette zone rurale sur les dangers du Covid-19. Le président de la République a appelé à l'union sacrée de la nation entière. Il a appelé les forces vives de la République à faire front et face contre l'ennemi commun qu'est le coronavirus. Je suis venu sur mes terres ici dire aux miens que le chef de l'État tient à leur vie, aux vies de chaque membre de la communauté Tenga. Des masques, cartons de savon, seaux leur sont distribués pour barrer la voie au Covid-19. Nous lui disons tout simplement merci. Nous espérons qu'avec cela, nous allons continuer à renforcer les mesures barrières. Les différents chefs de blocs et d'établissements qui ont reçu des packages ont été invités à distribuer ces produits barrières sans discrimination. Le diocèse de Maroua-Mokolo, nous sommes dans l'extrême nord, pris pour le salut du Cameroun par ces temps de crise sanitaire. Une messe pontificale a été dite à cet effet jeudi dernier à Notre-Dame de l'Assomption de Maroua. Une messe dite par Monseigneur Bruno Ateba Edo, ordinaire des lieux, qui a invité les fidèles à respecter les mesures barrières. Alexis Guidjartoin. Le presbytérium du diocèse de Maroua-Mokolo et ses ouailles unissent leurs voix à l'occasion de la messe chrismale pour le salut du Cameroun par ces temps de coronavirus. Une célébration qui, au-delà du renouvellement de l'engagement sacerdotal, de la bénédiction des saintes huiles et du saint crème, traduit dans les faits le vivre ensemble et l'union de tous dans la lutte contre la pandémie. Monseigneur nous a conviés
pour adresser nos prières au Tout-Puissant. Il a bien souligné, le docteur soigne, mais Dieu guérit. Au moment où les activités religieuses reprennent progressivement à l'église catholique d'Omaro Mokolo, tous doivent s'engager dans la lutte contre le coronavirus en respectant sans réserve les mesures barrières. Nous devons veiller et prier. Nous implorons notre Dieu qui est plein de tendresse et de miséricorde de mettre fin à cette pandémie. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption prêche par le bon exemple à tout le diocèse de lui emboîter le pas. La Caisse d'épargne et de crédit d'Intaricon vient de se voir décerner le prix du meilleur établissement de microfinance au Cameroun. C'est au titre de l'année 2019, une récompense remise lors d'une cérémonie de distinction organisée par le quotidien The Guardian Post. Rendue à sa 17e édition, cette initiative magnifie le mérite et l'engagement social des entreprises citoyennes. Elvis Ngimezong. Les avantages financiers et la sérénité d'épargne de ses 45 000 membres ont balisé le chemin de la prospérité à l'Intaricon Cooperative Credit Union Limited, une caisse d'épargne et de crédit de première catégorie fonctionnelle depuis 1972 et présente à ce jour dans 6 régions du Cameroun. Intaricon Coopérative, c'est un microfinance champion dans la région, partout ailleurs dans le monde. Nous payons les fonctionnaires et nous avons un faible taux d'intérêt. Même le dimanche, on rend service aux clients. Et à distance, vous pouvez épargner et recevoir de l'argent. La caisse d'épargne et de crédit d'Intaricon a réussi à lever toutes les inquiétudes liées à un secteur de la microfinance qui fait face aux défis de la stabilité, de l'assainissement. C'est pourquoi les millions de lecteurs du quotidien de langue anglaise The Guardian Post ont porté leur choix sur cette caisse d'épargne et de crédit auréolée du prix de meilleur établissement de microfinance 2019 au Cameroun. C'est un microfinance pour le peuple. Être sélectionné pour un prix du journal The Guardian Post, de l'aveu du directeur de publication Christian Ga, est en soi un mérite et un motif de satisfaction. À The Guardian Post, on veut juste remercier les gens qui servent notre pays, le Cameroun, sans attendre un paiement. Intaricon Cooperative Credit Union Limited, qui reçoit la distinction avec humilité, pèse désormais la responsabilité qui est la sienne d'accroître le bien-être des populations rurales et de ses membres. À ceux qui n'ont pas encore goûté de nos produits, nous sommes là pour servir le public et nos services sont très accueillants. Le taux d'intérêt aux membres vont quitter de 5% à 6%. Au rang des lauréats de la 17e édition de ces Guardian Post 2019 Achievement Awards figuraient en bonne place Lucrèce Medun-Djemba de la CIA-TV, meilleur présentateur TV, et le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Gouté, élu homme de l'année 2019. Nous entrons dans la page des sports de ce journal. Comme dans un cimetière avec toute la gravité, un joueur s'est écroulé et est mort la semaine dernière sur un stade de football. James Pidi Ovidi du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé a succombé à un malaise au cours d'un entraînement en fou à une dizaine de kilomètres de Yaoundé. Pourquoi la médecine sportive est-elle absente du banc de touche pour prévenir et sauver ce qui peut l'être dans ce genre de situation? Enquête de Évariste Eyenga. La liste est longue, celle des examens médicaux d'un footballeur. Une visite d'avant-saison. Vous avez normalement le garçon qui sort du repos comme actuellement. Il doit commencer par une ECG, électrocardiogramme, faire une ECG d'effort, faire un écho-cœur et maintenant même faire une IRM. Il doit faire une IRM parce qu'on doit se rassurer qu'il n'y a pas une lésion qui est cachée. Or, l'IRM actuellement, ça coûte combien? La liste n'est pas que longue, elle est aussi coûteuse. Chaque jour, il faut au moins 40 000 pour arriver à ce que le médecin valide. 40 000 francs à multiplier par un effectif de 60 joueurs par exemple, ce sont 2 400 000 francs à débourser avant le début de chaque saison. N'étant pas les plus nantis, les présidents de club procurent le strict minimum. Dès que ces joueurs sont sélectionnés, on part avec chez le docteur Yemeni, cardiologue au niveau de Kradat. Donc chaque joueur, on fait le bilan sportif. Si le joueur est apte, bon, il mentionne. S'il n'est pas apte, il y a des examens complémentaires à ajouter.
C'est aussi le strict minimum pour éviter une masse salariale explosive lors du recrutement du personnel soignant dans un club. Si la FECAFOOT recommande un staff médical complet, sur le banc de touche finalement, c'est le kinésithérapeute qui enfile la blouse pour jouer le rôle de médecin, de kiné, de secouriste et de masseur. Les présidents de clubs subissent la dictature de leurs moyens financiers modestes. Je n'ose pas imaginer, quand un président veut le rendement, il veut les résultats, il met toujours ce staff médical qui est indispensable. Le décès subi de James Pidi Ovidi au stade d'Unfou est survenu lors d'un match amical de remise en forme appelé 2-0, alors que les compétitions sont à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19. Telle est l'actualité ce soir, mais après ce journal, la table ronde est à suivre sur l'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Martin Nwendingue et son panel d'invités croisent les arguments sur cette problématique au cœur de la 30e journée de l'enfant africain, célébrée comme vous l'avez vu dans ce journal ce jour. C'est à vivre tout de suite sur votre antenne, la CRTV, la télévision. C'est ici. Merci de votre attention et bonne soirée. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.